Bonjour à tous et bienvenue dans le duel dans l'écho en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de Footprint Consultant, également éditorialiste à Challenge et sur France Culture. Éric Heyer, bonjour, directeur à l'OFCE. Être ou ne pas être ensemble, telle est la question, a tweeté Donald Tusk alors qu'il proposait un plan à la Grande-Bretagne. Alors que contient ce deal négocié entre le président du Conseil européen et David Cameron? Des concessions importantes, affirme le Premier ministre, un frein d'urgence qui limite l'accès des migrants aux aides sociales et un carton rouge qui permet aux Britanniques de bloquer certaines mesures européennes si 15 pays le rejoignent. Enfumage, martèlent de leur côté les eurosceptiques, peu substantiel, écrit The Economist, mais le symbole est important. David Cameron doit néanmoins obtenir les soutiens de sa ministre de l'Intérieur, la très eurosceptique Theresa May, et celui de Boris Johnson, maire de Londres, pour faire une campagne crédible en vue du référendum organisé le 23 juin. Autre obstacle, l'accord doit faire l'objet de l'approbation des 27 pays membres de l'Union européenne lors du Conseil européen la semaine prochaine. Or, déjà, les Polonais mettent des réserves, alors Brexit, or not Brexit. La question n'est pas le Royaume-Uni pourrait-il réussir en dehors de l'Union européenne, c'est comment nous pourrons avoir le plus de succès, comment la Grande-Bretagne pourrait être la plus prospère, créer le plus d'emplois. J'ai toujours dit que les meilleures réponses à ces questions peuvent être trouvées à l'intérieur d'une Union européenne réformée. Mais je le redis, si nous ne pouvons assurer certains changements, je n'exclus aucune option. En quoi est-ce efficace d'utiliser des freins d'urgence dont le contrôle repose entre les mains de l'UE et non entre les nôtres ? La seule manière de contrôler nos frontières, nos recettes fiscales, notre système social n'est-il pas d'être un bon Européen et de les laisser se débrouiller avec leur union politique? Nous voulons que les Polonais qui vivent au Royaume-Uni bénéficient des mêmes conditions, des mêmes opportunités que les citoyens britanniques. C'est l'un de nos principaux sujets de discussion. Alors ce deal, Philippe, enfumage ou réelle concession en faveur de David Cameron? Ce que je trouve intéressant dans cette affaire, moi, c'est que c'est une question qui est en fait très domestique britannique. C'est-à-dire que ce que souvent les Français ne voient pas, c'est que Cameron est poussé sur sa droite par le fameux UKIP, ce parti nationaliste, qui, à la différence des autres partis nationalistes européens, ne voit pas rouge à cause de l'immigration arabe. C'est vraiment leur obsession, c'est les Polonais. Parce que les Polonais sont très, très nombreux au Royaume-Uni et à Londres en particulier. L'immigration polonaise. Et oui, il y a un flux de Polonais très considérable. Probablement contribue-t-il très positivement à l'économie britannique. Mais enfin, du point de vue d'un Britannique, c'est vrai à Londres, c'est encore plus vrai à l'extérieur de Londres, où il y a des endroits où on voit des constructions qui sont intégralement prises en charge par les Polonais. C'est un sentiment d'être dépossédé d'un job qu'ils auraient sans ça. C'est assez fantasmatique parce que le taux de chômage est très faible au Royaume-Uni, en tout cas bien plus faible que chez nous. 5-6%, mais la vision des Britanniques, c'est celle-ci. Et donc Cameron, pour des raisons de politique intérieure sur lesquelles on ne va pas épiloguer, s'est trouvé dans la situation de devoir promettre un référendum dont il pensait qu'il le gagnerait. Et là, maintenant, il n'est plus très sûr qu'il va le gagner. Alors, les Européens ne peuvent pas faire beaucoup plus de concessions que celles qui ont déjà été faites au Royaume-Uni. Donc, ils ont fait des concessions mais tout au même fil à la du temps. fois sur la Non, mais je parle du passé, moi. Le Royaume-Uni a déjà, évidemment, un sort très particulier dans l'Union européenne. Et c'est toujours la même chose, c'est que les Britanniques sont un peuple qui n'a pas de surmoi en matière de politique étrangère, ce qui, d'ailleurs, à mon avis, est une bonne chose pour eux. Nous, on est toujours en train de se dire, oui, il y a notre intérêt, mais il y a aussi les fleurs des champs, les petits oiseaux, si tous les gars du monde. Les Britanniques, pas du tout. Eux, ils disent, il y a notre intérêt, il y a notre intérêt, puis il y a notre intérêt. Le reste, on s'en fiche. Et dans ces conditions de politique intérieure et avec cette vision du monde, la tentation va être grande pour les Britanniques de voter non. Et je pense que Cameron s'est lui-même mis dans une sorte de piège. Il se prend les pieds dans le tapis, finalement, David Cameron. Mais est-ce qu'il a vraiment obtenu des concessions de la part de Donald Tusk? Parce que les eurosceptiques ont l'air de dire non, on n'a pas le droit de veto, parce que c'est ce qu'ils voulaient, les eurosceptiques. Oui. Non, mais d'accord, ils ont quand même obtenu la possibilité de renégocier à partir du moment où ils sont soutenus par un certain nombre de pays, également de limiter le carton rouge, et puis de limiter tout de même leur politique migratoire européenne. Hein. Mais ça, c'est tout de même c'est une remise en cause d'un des principes fondamentaux de la construction européenne. Donc, quand même, si ça c'est accepté, là, il me semble que c'est accepté, on remet en cause tout de même la construction européenne. Normalement, il y a, on rappelle, les 4 libertés fondamentales, qui est liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et
des personnes. Il y aura toujours une autorisation, mais simplement avec des droits différents. Donc tout de même, on va très loin dans la déconstruction européenne de ce point de vue-là. Donc je pense que déjà, on peut se poser la question, mais ça a été dit par Philippe, est-ce qu'ils sont vraiment dans l'Union européenne? On voit qu'avec toutes les exceptions qu'ils ont, ils sont quasiment sortis ils ont un pied dehors. Donc déjà, rappelons, ils sont pas dans Ils essaient d'avoir tous les avantages sans les inconvénients. Donc, depuis Margaret Thatcher. Oui, depuis 1983, ils sont quasiment sortis de l'Union européenne. Ils veulent encore aller plus loin. Moi, je pense qu'il faut faire attention. Donc, je pense que c'est plus global. Moi, je pense que, la sortie, finalement, serait pas énorme, puisqu'ils sont déjà sortis à moitié. Donc, ça serait qu'une demi-sortie. Puis, il faut voir les contours. C'est-à-dire, ils vont sans doute aller dans l'AELE, c'est-à-dire l'Association européenne du libre-échange. S'ils sortent. S'ils sortent, c'est-à-dire qu'ils seraient avec la Norvège, la Suisse, le Liechtenstein. Pour vous, c'est un quasi non-événement à vous écouter. Il n'y aurait pas grand-chose. Ça serait plus politique, économique. Ouais. Et je pense que ça nous questionne, nous, Européens, sur est-ce qu'il ne faut pas lâcher l'Union européenne et se concentrer sur la zone euro. Finalement, et laisser l'autorisation aux Britanniques d'avoir une idée sur comment on dirige la zone euro et l'euro. Eux, ils veulent être souverains, il ne faut pas qu'on touche à la livre. Par contre, ils ont leur mot à dire sur notre monnaie. Non, je pense que là, ils vont un peu trop loin et je pense que on devrait tout de même mettre des petits freins, justement. C'est-à-dire leur dire, allez-y, Brexit, et puis... Sans doute, je pense qu'ils auraient bien plus à perdre que nous. C'est compliqué parce que l'Europe traverse quand même une phase très critique avec le rétablissement des frontières à cause des migrants. Un grand scepticisme vis-à-vis de l'Europe dans une grande partie des pays. Et ce qui est nouveau, ce scepticisme est encore plus fort chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc l'Europe aurait beaucoup à perdre, d'envoyer des messages négatifs sur l'Europe. Et si on accepte le Brexit, de toute façon, on n'aura pas forcément le choix, le peuple britannique est souverain. Si on acte le Brexit, si on s'y résigne, on aura quoi à l'arrivée? On aura une Europe qui, effectivement, n'aura plus que les 3 autres piliers, puisque celui-ci aura disparu, la liberté de circulation des personnes. Elle perd la 4e puissance mondiale, tout de même, dans ce cas, le Royaume-Uni. C'est pas un État, l'Europe, donc c'est pas très important tout ça. Quant à l'interaction entre l'Union et le Royaume-Uni, bien sûr, Eric a raison de mentionner qu'ils vont essayer de rejoindre l'AELE, qui a des avantages très comparables en termes de libre-échange, en tout cas. Simplement, techniquement, c'est très compliqué, mais techniquement, quand on sort de l'Union européenne, il faut renégocier des traités avec tous les États. Ils vont avoir un mauvais moment à passer. Bien sûr. Donc, moi, je crois pas du tout que ça soit la fin. C'est pas simple d'un point de vue administratif. C'est pas la fin du Royaume-Uni, je pense pas qu'ils en soient. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a annoncé ça pourrait entraîner ça serait la suppression de 3 millions d'emplois au Royaume-Uni. J'y crois pas un instant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la dernière fois qu'on nous a dit attention les Anglais, vous êtes en train de faire une grosse bêtise, vous tirez une balle dans le pied parce que vous jouez pas le jeu européen, c'était au moment de la création de l'euro. On avait dit vous allez vous mettre en marge du reste de l'Union. Tu parles, non seulement ils n'en ont pas du tout souffert, mais en plus, devinez quoi, Londres est la principale place pour traiter l'euro dans le monde. Donc, et en plus, ils ont une politique monétaire à eux qui est aussi un avantage. Et leur puissance financière est tellement établie que moi je pense qu'il va se passer beaucoup de temps avant que eux en souffrent vraiment, sauf pendant une période, il y aura très certainement une période de flou, de trouble qui ne sera pas agréable pour eux. En cas de Brexit. Mais en fait, David Cameron, finalement, a l'air de ne plus avoir du tout envie de ce Brexit. Il veut faire campagne donc avec le maire de Londres. Il n'a jamais eu envie, non, finalement. Il n'a jamais eu envie. C'était purement tactique, ce n'est pas un vrai eurosceptique. Oui, et puis ça peut ressembler aussi à ce qu'a fait le candidat Hollande dans ce qu'il a dit, je vais renégocier les traités au sein de la zone euro. Oui. Bon, voilà, ça, pas du tout renégocié. Ça n'a pas été renégocié, donc on voit bien. Alors, il n'y avait pas la sortie de la France. Surtout, il n'y avait pas de référendum. Il n'y avait pas de référendum. Parce que là, il risque d'être pris au mot. C'est vrai, alors que là, effectivement, il joue un jeu un peu plus dangereux. Donc, ces gens de réussite, c'est effectivement de rallier Boris Johnson, à qui il va promettre plus ou moins un poste. Il va demander également à ce que les Anglais peut-être un poids plus important. Ensuite, il y aura quand même une campagne, et il me semble qu'ils vont s'apercevoir que finalement, l'immigration est plutôt un avantage pour eux. Ils sont effectivement au plein emploi. Il y a des études qui aujourd'hui montrent que les immigrants cotisent plus que ce qu'ils ne dépensent. Donc, du coup, ça leur permet de financer leur système de retraite. Donc, globalement, il y a plutôt une immigration qui, pour l'instant, est positive. Alors, ça, c'est l'argument rationnel. Oui, mais donc, vous voyez qu'à Londres, etc. Quel est son poids dans le cadre d'un référendum En face, il y a deux risques, à mon avis, quand même, pour Cameron, qui, effectivement, toutes choses égales par ailleurs, devrait gagner d'un poil. C'est souvent comme ça en Europe. Tous les gens qui prétendent qu'ils vont sortir, au dernier moment, ils ont une petite hésitation et ils restent. Rappelez-vous, les Écossais avec le Royaume-Uni, c'est souvent comme ça que ça se passe. Mais là, moi, il y a deux choses qui me font peur. C'est un, on peut avoir un attentat
terroristes. On peut avoir une explosion des migrations intra-européennes. Donc ça irait vers le Brexit. Ça favoriserait évidemment ceux qui plaident pour un Brexit. Et puis on peut aussi avoir, n'oubliez pas ce qui se passe en bourse, un ralentissement économique, la prise de conscience que la planète est en train de ralentir. Et là, tous les fantasmes sur l'immigration qui détruit les jobs, évidemment, auront un terrain particulièrement fécond. Donc moi, je crois que c'est très difficile de dire ce qui va se passer. Pour l'instant, selon les sondages, c'est très partagé. On voit d'ailleurs qu'il y a entre un quart et un tiers d'électeurs du Parti travailliste qui seraient pour. Mois. Attention, c'est fin juin. D'ici là, il peut se passer énormément de choses. En tout cas, même la presse n'a pas totalement pris parti. On a vu que le Guardian et le Daily Telegraph sont plutôt derrière Cameron, mais les autres, ça reste aussi très incertain. Il y a la presse populiste, c'est les tabloïds qui sont toujours anti-européens, enflammés. Ils sont principalement anti-européens. Bien sûr. Les conséquences d'une sortie, donc vous dites finalement, Éric, ce ne serait pas... parce qu'effectivement, on dit de suppression de 3 millions d'emplois. Pour l'Union européenne, c'est vrai que quand vous lisez toutes les études, ça va de moins 1 point de PIB à moins 14 points de PIB. Bon, vous plaisantez là, c'est un sacré non, il y a une étude, je n'ai pas retenu le nom, mais ça va jusqu'à moins 14 points de PIB. Donc ça veut dire qu'on n'en a aucune idée finalement si Brexit mais par contre, on ne sait pas exactement ce qui va se passer après. C'est toujours pareil, c'est le contour de la sortie. Donc on sait que globalement, d'un point de vue du commerce, ça ne va pas faire grand-chose. D'abord parce que si vous regardez depuis 2000, il y a même les échanges sont moins rapides entre la Grande-Bretagne et le reste de l'Union européenne. Donc on voit qu'ils ont mais enfin il y a quand même des secteurs. Regardez par exemple l'automobile, ils ont une industrie automobile, contrairement à ce que font souvent les Français, très puissante, qui est une industrie d'exportation. Donc si on n'établissent pas rapidement les traités de libre-échange, ils vont pas être très bien. Il y aura ce point-là, mais globalement c'est pas non plus un effondrement. Non, par contre au niveau de la City, effectivement, tous les comptes en euros, ils peuvent disparaître de la City et aller sur une autre place. C'est toujours possible ça. Je veux dire, et donc ça serait bien plus coûteux. Ça serait favorisé, effectivement, s'il quittait l'Union européenne. Le fait ça pourrait sortir et donc ça pourrait être négatif pour la City de ce point de vue-là. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Non, mais on n'est rien. Les hedge funds ont l'air d'être pour un Brexit. Bien question, mais moi je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Philippe. C'est plutôt un problème politique, c'est-à-dire qu'on va plutôt, c'est un précédent et donc du coup il peut y avoir des sorties en cascade. Mais globalement, donc je pense qu'il faut se reconcentrer sur la zone euro. Le problème, je pense qu'aujourd'hui c'est plutôt la zone euro. La zone euro n'est pas bien construite, il n'y a pas les institutions et donc peut-être qu'il faut ne pas tout donner aux personnes de l'Union européenne qui ne veulent pas jouer, parce que dans les 4 revendications, il y a aussi une revendication qui est on acte bien que la Grande-Bretagne ne rentrera jamais dans la zone euro, parce qu'effectivement, il ne faut plus de procédés d'intégration. C'est pas un mystère. C'est pas un scoop, mais c'est acté, c'est important que ce soit acté. De toute façon, Cameron ne peut pas gagner son référendum s'il n'obtient pas nominalement un certain nombre de concessions importantes. Et parmi ces concessions, il y a celle-ci qui a quand même une importance. C'est-à-dire qu'on acte complètement le fait que le Royaume-Uni est en suspension entre l'Union et le reste du monde. Les jeux ne sont encore pas fait. La semaine prochaine, Conseil européen, les 18 et 19 février, important puisqu'il doit approuver ce fameux deal. Puis campagne, bien sûr, de David Cameron. A priori, un référendum le 23 juin. Restez avec nous sur France 24. Merci à tous les deux. Merci.